Hello, toujours Antéphile et Nico. Aujourd'hui, on est là pour parler de Tomb Raider et Ready Player One, un sujet assez axé sur les jeux vidéo au cinéma, si on peut dire. On va commencer par Tomb Raider, que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pour commencer, je vais expliquer ma situation en tant que connaisseur de Tomb Raider. Justement, j'ai essentiellement joué aux vieux jeux vidéo, c'est-à-dire ceux de PlayStation 1 et les de PlayStation 2. En gros, avant le reboot de 2013, c'est ça? Oui, 2013, voilà. Un reboot qui est beaucoup plus axé sur qui est moins fantasy, on va dire. Le premier jeu était moins axé sur le fantasy que les anciens jeux. C'est ça. Alors du coup, je connais surtout l'ancienne Lara Croft, quand c'était très fantaisiste, avec des dinosaures, des trousses à pharmacie que tu trouves dans des tombeaux. Et du coup, j'avais relativement apprécié, sans les trouver géniaux pour autant, les deux films avec Angelina Jolie. Bon, c'est pas un très grand film, mais je trouve que ça représentait bien l'esprit des vieux jeux Tomb Raider. Et bon, même si j'ai pas trop testé les reboots en jeux vidéo, j'ai quand même vu les extraits, les cinématiques et lu plein de vies, donc je sais que c'est quelque chose de plus sérieux. Comment dire, c'est un peu comme il y avait les anciens films Batman de Tim Burton, et après il y a eu la version Nolan. Donc là, on est dans une version de Tomb Raider plus réaliste, et même en n'ayant pas joué au jeu, clairement, j'ai reconnu des extraits des cinématiques dans le film. Donc ils ont essayé vraiment, du moins j'en ai l'impression, de retrouver l'esprit du reboot jeu vidéo de 2013. Donc, oubliez totalement les anciens films, ça n'a plus rien à voir puisque c'est même pas basé sur les mêmes jeux en fait. Donc c'est vraiment une œuvre totalement différente. Et moi, ça m'a un petit peu dérouté dans le sens où, étant habitué aux anciens, j'ai pas vraiment reconnu Lara Croft. J'ai pas reconnu Lara Croft jeune non plus. Alors ça justement, c'est très intéressant que tu dis ça, vu que c'est l'impression que j'ai eue en jouant au premier reboot. Alors je sais pas si c'est exactement cette impression que tu as eu pendant le jeu, mais enfin pendant le film. Dans le reboot, en fait, on a affaire à une Lara Croft qui est un peu trop, on va dire, en Rambo féminin en fait. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive, elle prend les armes, elle fracasse tout. C'est totalement ça. C'est quelque chose qui est corrigé dans le second jeu Rise of the Tomb Raider, alors le second reboot. Mais comme on va dire donc ce reboot cinéma, un peu compliqué de suivre. Donc ce reboot cinéma, lui, est calqué donc sur ce jeu. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu normal. Donc du coup, qu'on ne retrouve pas cette Lara Croft qu'on aime, qui, comme tu disais, qui combat des dinosaures, des créatures un peu fantastiques en fait. Voilà. Et bien c'est exactement ça. Donc je suis pas surpris puisque je savais quand même comment était le reboot jeu vidéo de 2013. Dans ce reboot cinéma est exactement dans cette lignée. En fait, Lara Croft ne devient réellement Lara Croft qu'à la toute fin du film. Et j'ai même envie de dire, elle ne devient une Tomb Raider qu'à la toute fin du film, puisque il n'y a quasiment aucune exploration de tout le film, hormis à la fin. À la fin, oui, c'est une Tomb Raider, une de tombe quoi. Et effectivement, à la fin du film, on reconnaît Lara avec ses magnums, avec Spanath, là, Lara Croft. Donc, je pense que le deuxième film, s'il y en a un, comme tu disais pour le jeu vidéo, dans le deuxième film, on devrait retrouver une Lara Croft plus classique. Ce film est vraiment sur ses origines. Et comme tu dis, plutôt que d'être une version féminine d'Indiana Jones, c'est une version féminine de Rambo dans ce film. C'est ce qui m'avait déplu dans le premier jeu, exactement ça. Oui, voilà. Après, imaginons un spectateur qui ne connaît pas les anciens films ni les anciens jeux. À la limite, il peut connaître le nouveau jeu ou pas, ça change rien. Si on prend ça comme un film à part, c'est un film plutôt sympathique. L'actrice principale, j'ai oublié son nom, elle est assez convaincante. On voit que c'est une véritable actrice. C'est pas une bimbo comme ils auraient pu. Oui, elle est d'ailleurs, je crois qu'on peut regarder sur YouTube, contrairement à Angelina Jolie, qui c'était un film, donc on va dire axé sur la fantasy. Elle avait pas un énorme travail d'acting, que là, elle a fait de la musculation, elle a vraiment pris des cours pour être une vraie Lara Croft, en fait, ouais. Oui, et c'est ça, c'est par contre le très bon point du film, et là-dessus, le film est supérieur à ceux d'Angelina Jolie. Il considère vraiment Lara Croft comme un vrai personnage, avec ses failles, avec sa psychologie détaillée. C'est pas juste une icône, avec des poses iconiques. C'est pas un personnage qui n'existe que pour prendre des poses sexy et tuer des méchants. Elle a une vraie personnalité. En ce sens-là, ça c'est le côté clairement où le film est le plus réussi. En revanche,
Ça, c'est valable pour Lara Croft. Les autres personnages du film, on va pas se leurrer, ça reste des archétypes. Le méchant est super méchant, on sait très bien pourquoi il est méchant à ce point-là, il n'a aucune raison de l'être. Mais ça reste regardable. Je veux dire, on ne va pas non plus regarder un Tomb Raider comme on regarderait un Bergman. Justement, moi, ce qui me faisait un peu peur, le méchant du film, alors, je n'ai pas complètement en tête le jeu, parce que ça remonte un petit moment quand j'avais joué au reboot. L'acteur qui est le méchant du film, c'est Walton Goggins, qu'on a vu, qui jouait dans la série The Shield, Sons of Anarchy, qui a aussi été vu chez Tarantino et Rob Zombie. Et c'est l'acteur avec qu'on retrouve avec sa dentition carnassière. Est-ce qu'il est pas un peu trop lisse ou est-ce qu'il fait pas... Est-ce qu'on le sent bien dans le rôle du méchant? Il peut paraître comme un mauvais choix de casting. Je dirais qu'il est bon par rapport à la direction d'acteur que le réalisateur donne au film. Il joue très bien le rôle qu'on lui a dit de jouer. Il a un certain charisme. Effectivement, je le connaissais surtout pour Tarantino et Shield. Il y a certaines expressions qu'on connaissait déjà de lui. Il est bien, mais le personnage en lui-même est un archétype. C'est juste un gros méchant qui est cruel parce qu'il aime l'argent et en fait on comprend pas très bien. Il n'y a aucune raison qu'il soit aussi méchant, quoi. De toute façon, dans le jeu, il était très archétypal et pas très, vraiment, on va dire, c'était pas un méchant très intéressant. Il n'est pas nuancé. Il n'est pas très nuancé, voilà. Il est juste manichéen. La seule petite touche qu'ils ont essayé de lui apporter pour le rendre un peu plus nuancé, moins binaire, c'est quand il parle de sa fille, qui t'explique que ça fait des années qu'il l'a pas vue, qu'elle lui manque et que ça explique pourquoi il perd un peu la boule à force de rester là. Mais bon, c'est vraiment juste une phrase balancée comme ça, histoire de dire, regardez, notre personnage est profond. Non, réellement, il n'y a que Lara qui est vraiment travaillée. Et le personnage asiatique, j'ai oublié son nom, l'acteur de la série Into the Badlands, le héros. Qui n'est pas dans le jeu vidéo d'ailleurs, je crois que c'est parce qu'ils ont pas mal changé les amis de Lara Croft et certains personnages ont été, il y en a qui ont été assemblés en un personnage et d'autres complètement supprimés en fait. Donc je vois même pas à quel cet asiatique, à quel personnage du jeu du reboot il se réfère en fait, c'est ça le problème. Alors je saurais pas te dire pour le coup, peut-être que c'est un amalgame de plusieurs persos du jeu, ou peut-être que c'est une invention totale, j'en sais rien. Parce que dans le jeu, dans les deux reboots, l'ami de Lara Croft est un black, donc déjà voilà, on voit une différence. Alors je sais même pas si c'est censé être lui. Mais bref, en tout cas, c'est l'un des rares qui a un jeu un petit peu plus profond et tout, puisque bon, il fait partie du camp des bons dans le film, mais clairement c'est parce que la situation le veut. Le mec en lui-même n'est pas forcément un type bien. Et justement, ça rend son personnage un peu plus sympa. Un autre truc que je trouve intéressant dedans, c'est, comment dire, sans spoiler trop, ça spoilera peut-être que ceux qui n'ont pas joué au jeu. En gros, tu as le méchant qu'on voit, et tu as aussi le méchant tapis dans l'ombre, un peu comme l'empereur dans les Star Wars qu'on ne voit pas avant le deuxième film. Eh bien, ce méchant tapis dans l'ombre dont je ne révélerai pas l'identité, bon, je vais pas dire que je l'avais pas vu venir, mais ça a été très bien amené. Et pour le coup, c'est un très bon interprète qui le joue, quelqu'un d'assez connu, c'est d'ailleurs surprenant de voir c'est une actrice, je spoil légèrement, de la voir dans un film comme Tomb Raider. C'est à peu près aussi surprenant que quand on a vu, comment elle s'appelle, Juliette Binoche dans le remake de Godzilla de 2014. Justement, on va revenir sur un point que tu as abordé tout à l'heure qui est absolument intéressant. C'est que tu disais que tu as reconnu dans le film des images directement issues de la bande-annonce. Et c'est ce que des gamers ont vraiment reproché, c'est que on retrouve des plans, plan pour plan, on peut pas mieux dire, du jeu vidéo. Alors, est-ce que c'était utile de faire un reboot au cinéma, enfin une adaptation cinéma de jeux vidéo qui sont déjà des films à la base? Qu'est-ce que ce film peut apporter de plus? Eh bien, effectivement, la question est totalement légitime. Ce serait comme se poser la question, est-ce que ce serait intéressant d'adapter un jeu vidéo comme Heavy Rain, qui est un film interactif en soi? Eh ben, on peut se poser la question, là, pour Tomb Raider. Est-ce que c'était pas plus utile? Est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de faire tout simplement une nouvelle aventure de Lara Croft avec une autre actrice, que de se baser sur le reboot des jeux vidéo pour faire à peu près la même chose? Et effectivement, en n'ayant pas joué au jeu, juste j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu des cinématiques, pour faire un petit parallèle, par exemple,
enfin, quoi que ça reste le même personnage, mais dans les jeux vidéo, on avait un Indiana Jones au cinéma, et on avait un Indiana Jones qui était même sur les consoles, dans la Xbox. Oui. On avait des jeux qui étaient les scénarios n'étaient pas les mêmes au cinéma qu'en jeu vidéo. Tout à fait. Au cinéma, on avait par exemple La Dernière Croisade de la fin des années 80, et dans les jeux vidéo, peu de temps après, on a eu Indiana Jones et l'Atlantis. Tu vois, ils n'ont pas fait. Et quand il est revenu au cinéma, ils n'ont pas adapté ce jeu vidéo. Ça a été une nouvelle intrigue. Et je pense que clairement, ils auraient pu faire ça pour le Lara Croft. C'est un personnage suffisamment iconique et connu même des non-gamers pour qu'il n'y ait pas besoin de la rebooter. Le film avec Angelina n'est pas si vieux que ça. Je pense que c'est pas très utile. Maintenant, au-delà de l'utilité du film, est-ce que c'est réussi comme reboot? Bah, le film est correct, oui, franchement ça se regarde, il est un peu plus profond que l'original. C'est pas ce que moi j'attends d'un Tomb Raider, mais en lui-même ça va. Bon, effectivement, niveau fanservice, ils ont un peu abusé avec les plans issus des cinématiques du jeu. Si même moi je l'ai remarqué, j'ose à peine imaginer ce qu'ont remarqué les aficionados du jeu. Alors il y a un point aussi, c'est l'aspect, le film, on sent que c'est pas un film cinéma en fait, on a l'impression que c'est plus un DTV. Les premières impressions qu'on a eues, c'est quand même une réalisation assez plate et très télévisuelle ou e-cinéma que purement grand cinéma d'aventure en fait. Je dirais que par moment, effectivement, on a cette impression, pas de petit budget, mais plutôt de mise en scène un peu cheap. Je sais plus qui est le réalisateur de cette version, mais il doit pas être très habitué aux films d'aventure. Par exemple, un réalisateur comme Spielberg, il aurait fait des plans très amples, tu vois, des panoramiques, des trucs pour bien se rendre compte de l'immensité du décor. Là, hormis 2-3 plans qui ont probablement été tournés pour la bande-annonce, eh ben, c'est pas si frappant que ça. Je veux dire, il y a quelques scènes bien foutues. Si ça se trouve, ils ont été faits par la seconde équipe, qu'est-ce que j'en sais. Mais globalement, c'est moyen sur les scènes d'action. Ben, pour revenir au réalisateur, comme tu dis, c'était un réalisateur qui a fait du DTV, voilà, qu'on a Coldplay 2, et qui a fait The Wave aussi, qui avait fait pas mal de sensations. Ben, il a été choisi grâce à ce film-là, qui était assez surprenant. Eh ben, je trouve en revanche que là où il sort très bien, ce réalisateur, c'est effectivement sur la direction d'acteur. Il est bon, par exemple, Lara Croft, même si c'est pas la Lara que moi je connais, elle est très bien dirigée. Elle, il n'y a pas de souci. Son personnage, j'ai envie de dire, elle est presque plausible. Je dis presque, parce qu'il y a quand même des scènes d'action totalement what the fuck. Mais... Oui, quand je vois, donc, dans les plans de la bande-annonce aussi, on la voit. Alors, il fallait qu'ils choisissent un peu. C'est-à-dire qu'on a une Lara Croft qui est censée être réaliste, mais on la voit faire des bonds de cabri dignes de Hulk. Et c'est ça. C'est le gros souci du film, c'est son point de vue. Il y a du mal à choisir entre version réaliste et version, je ne veux pas dire cartoonesque, mais presque, tu vois, elle est un peu le cul entre deux chaises. On a des scènes tantôt dramatiques, sérieuses, violentes, et la scène d'après, elle fait des bonds surréalistes où elle s'accroche à un bras à une aile d'avion alors qu'elle est dans le vide avec son sac à dos. Non mais même The Rock, je suis pas sûr qu'il y arrive en vrai, quoi. Alors... Oh, il a fait des trucs assez fous dans San Andreas, d'ailleurs, quand même. Ça... Oui, mais San Andreas n'est pas un film très réaliste non plus. Exactement. Peut-être même moins que Tomb Raider. En fait, pour donner la franchise Tomb Raider au cinéma par la suite, il faut vraiment regarder la fin du film, c'est-à-dire une fois qu'ils entrent dans le temple et que là, on reconnaît Tomb Raider avec des pièges, de la magie, des obstacles où il faut sauter. Voilà, pour moi, Tomb Raider, le film commence vraiment à la fin. Donc pour conclure, un film sympa à voir par curiosité. Voilà, donc peut-être que les fans du jeu s'y retrouveront plus, je sais pas. Bon, maintenant, à savoir s'il y aura... Parce que quand même, le film a fait, avait fait un bon score au box-office, apparemment. Avait fait un peu plus que le score attendu. Donc on aura sûrement droit à une suite. Alors maintenant, on verra si elle est basée sur le jeu Rise of the Tomb Raider. Ou alors est-ce qu'elle va suivre directement le nouveau jeu vidéo qui lui doit être présenté ce mois-ci, là, en avril, qui va être Shadow of the Tomb Raider, qui va clôturer la trilogie du retour de Lara Croft. Alors maintenant, ça va être le pont sur Ready Player One, où Steven Spielberg s'est donc fait plaisir en ayant les droits alors sur combien, peut-être une centaine de films. Oh là là, une bonne centaine, je pense. Tout le monde a vu Ready Player One à ce moment-là. Donc il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire parce que tout a été décortiqué. Donc on va venir rapidement sur la question de toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, c'est le meilleur Spielberg depuis longtemps.
Et ce qui est marrant aussi à noter, il a réalisé The Pentagon Papers pendant le tournage de Ready Player One, que les effets spéciaux se faisaient. Donc Spielberg a eu le temps de réaliser Ready Player One, entre-temps de faire Pentagon Papers, de toucher des prix pour ce film-là, de revenir sur Ready Player One et de mettre tout le monde KO. C'est assez fort à 71 ans. C'est ça. C'est très très fort à son âge et effectivement il montre qu'il est loin d'être fini. Et mais que dire sur Ready Player One qui n'est pas déjà été dit? C'est un peu fan service de movie, mais pas que. C'est pas que ça. Il y a une vraie histoire aussi. C'est une vraie déclaration d'amour à la pop culture des années 80-90 et même 2000. C'est pas de l'autocongratulation non plus, parce que mine de rien, Spielberg ne fait pas trop de référence à sa propre filmographie. Par contre, il fait beaucoup référence à la filmographie de ses potes. Genesis, Lucas, là il n'y a pas de souci. Tu dis qu'à 71 ans, Spielberg donc prouve encore qu'il est le maître, et justement, on a l'impression qu'à 71 ans, il pose encore des bases en fait. Mais clairement, parce que c'est pas juste un script intéressant et plein de fanservice dans tous les sens. Il y a des idées de mise en scène quasiment à chaque plan. Donc surtout les plans dans l'oasis. On va pas se leurrer, les plans dans le monde réel sont un peu moins intéressants. D'ailleurs, c'est une chose que assez peu mentionne, mais en fait, à 90%, Ready Player One, c'est un film d'animation, en fait. Pour revenir encore aussi, toujours sur la question de Spielberg qui innove et qui pose encore des bases à son âge, c'est que donc la Warner, donc qui détient les droits de Matrix, ont déclaré que s'il y a un reboot de Matrix, ça dépendait du succès de Ready Player One, parce que ce film a beaucoup à apporter. Donc, ils veulent rebooter à partir de ce film-là pour incorporer des éléments auxquels ils n'auraient pas pensé, et pouvoir développer cet univers, que de proposer un reboot qui aurait trop collé sur la première trilogie. Et est-ce que c'est un film pour toi qui peut être un renouveau de Matrix ou ce genre de cinéma? Ouais, franchement, pourquoi pas. Alors là, j'ai pas réfléchi au niveau scénaristique qui pourrait reprendre de Ready Player One, bon, hormis le côté réalité virtuelle. Les tonalités des deux univers sont suffisamment différentes pour qu'on puisse avoir Matrix et Ready Player One, même la même année, sans très peu de problème. En fait, en dehors du fait que ce sont des univers virtuels, ça n'a rien à voir. Disons que Matrix, l'univers serait beaucoup plus, on va dire, geek, SM, alors que Ready Player One, c'est beaucoup plus jeux vidéo et oui, on va dire un peu plus léger. Oui, c'est plus léger, et puis surtout, fondamentalement, dans sa nature, Ready Player One est différent, puisque ce sont des humains qui se connectent volontairement et qui peuvent se déconnecter quand ils veulent. Et puis surtout, visuellement, comme je disais, ça ressemble à un jeu vidéo. Alors que dans Matrix, ça ressemble à la réalité et les gens ne savent pas s'ils sont connectés dessus. Et surtout, ça ressemble à une réalité normale, chiante. Genre, dans Matrix, on va pas voir King Kong au bout de ce route. Donc, c'est fondamentalement deux univers très différents, tout comme Tron et encore un autre univers très différent. Donc, il n'y aurait pas de concurrence, mais en revanche, il peut y avoir une émulation. C'est-à-dire que le succès de l'un peut entraîner le retour de l'autre. Exactement comme quand Vendredi 13 était mort, mais que Halloween a à nouveau cartonné, et Vendredi 13 est revenu au cinéma. Voilà, donc de toute façon, on va pas non plus s'étendre sur Ready Player One, parce que c'est un gros blockbuster, donc tout le monde l'a vu. Nous, on avait envie d'en parler un tout petit peu. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt, à la prochaine.